Que faire de Pierre Bourdieu dans tous ses états? Je vais expliciter les deux éléments du titre. Pierre Bourdieu dans tous ses états, ça s'écrit avec état E majuscule. Parce qu'il n'y a pas un, mais trois modèles de l'État dans les travaux de Bourdieu, et notamment dans le cours que l'on peut désormais lire sur l'État. Il y a un modèle génétique, j'appellerais ça l'État 1 ou l'État G, l'État génétique. C'est le modèle de la genèse de l'État moderne, transition de la maison du roi à la raison d'État, passage du mode de reproduction dynastique au mode de reproduction bureaucratique, et corrélativement l'invention de la notion de public, qui est le produit de la genèse de l'État et qui ne lui préexistait pas. Et donc on invente l'État et en même temps on invente la notion de public. Deuxième modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle structural, ou l'État S. L'État S, le modèle structural, c'est l'État comme banque centrale de capital symbolique. C'est l'instance qui s'est arrogé le monopole de l'usage légitime de la violence symbolique, c'est-à-dire la capacité d'inculquer des catégories, d'assigner des identités, et par là de modeler l'espace social et ses divisions. Ce monopole, lui, est corrélatif de l'invention et de l'institutionnalisation de la notion d'universel. Et donc on voit un modèle de l'État nous donne le public, l'autre modèle nous donne l'universel. Et il y a un troisième modèle, comme si on n'avait pas déjà assez de travail, c'est ce que j'appellerais l'État F, l'État fonctionnel, c'est ce que fait l'État, les activités de l'État. L'État, c'est ici, on va retrouver le schème des deux mains de l'État, le schème de la main gauche et de la main droite, et que Bourdieu emprunte à Hobbes et à son portrait du Léviathan, et qu'il révise et qu'il actualise. Et je dirais que ces deux mains, la main gauche, la main droite, la main féminine, la main masculine, c'est une main qui protège et l'autre, c'est une main qui discipline. Alors, donc, voilà Bourdieu dans tous ses états, en gros les trois modèles. Et donc, que faire de ces trois modèles, de ces trois états de Bourdieu? Trois pour le prix d'un, après tout, on ne va pas se plaindre. Il faut faire de ces trois modèles de l'État ce que Bourdieu nous a fait faire de son vivant, tous ceux qui ont eu le bonheur et le privilège de travailler avec lui, ce qu'il nous a appris à faire, à savoir le faire travailler. Et ici donc les faire travailler, mettre son travail sur l'État au travail pour produire de nouveaux objets empiriques et, ce faisant, élargir, approfondir les schémas qu'il nous donne, tester les hypothèses qu'il avance, raffiner les concepts qu'il propose, les réviser, voire au besoin les réfuter et les dépasser quand c'est possible. Ainsi va la science, et Bourdieu ne l'aurait pas voulu autrement. La grande force, justement, je pense, de sa pensée réside dans le rare alliage qu'elle opère entre la foi dans la raison et l'énergie iconoclaste avec laquelle il applique cette raison au monde social et au monde scientifique en tout premier lieu. En gros, il y a deux rapports possibles à la théorie sociologique, hein, génériquement. Ce qu'on peut dire un rapport scolastique qui nourrit l'érudition et un rapport pragmatique ou génératif qui anime l'élaboration d'objets nouveaux. Et ce choix, quand on est travaillé avec Bourdieu ou après Bourdieu, je pense que c'est un choix facile. Si être bourdieusien, c'est verser dans la bourdieusologie, la célébration des concepts et la génuflexion devant le maître, alors nul doute que Pierre Bourdieu nous aurait dit, à l'instar de Marx, naguère, quand on lui demandait s'il était marxiste, je ne suis pas bourdieusien. Alors, j'ai adopté donc ce que j'ai fait, je vais expliciter un petit peu ces modèles, j'ai très peu de temps, et je vais vous dire ce que j'ai essayé de faire avec ces modèles de l'État. Je les ai adoptés et adaptés pour essayer de repenser l'État pénal, et essayer de rapatrier l'État pénal au cœur de la théorie de l'État. Alors là, on a un premier paradoxe qui est que tous les théoriciens de la genèse de l'État moderne, notamment en Europe, que ce soit Hinz, Weber, Elias, Tilly ou Gianfranco Poggi, ont mis l'accent sur la monopolisation de la violence physique, la formation des armées, la formation de la police, dans l'émergence de l'État. Mais dès qu'on quitte la théorie de la formation de l'État, cette violence physique que l'État exerce, et notamment l'appareil pénal, la police, la justice et la prison, s'évaporent, disparaissent. Si vous regardez après les grandes théories de l'État, vous ne trouverez pas une ligne écrite sur le rôle de la prison, par exemple, et l'appareil pénal est cédé à la criminologie, comme si la police, la justice et la prison étaient en quelque sorte des appendices techniques qui ne servaient qu'à remplir une fonction matérielle mineure. Or, ce que je vais arguer, c'est au contraire, la pénalité est une capacité politique centrale de l'État, c'est le lieu de sa souveraineté, c'est le lieu de l'expression de son pouvoir, il faut donc la rapatrier, il faut rapatrier le pénal au cœur de la sociologie politique. Et donc, avec ces trois schémas, je vais arguer que Pierre Bourdieu nous aide à découvrir aussi et à comprendre et à expliquer le phénomène stupéfiant que nous avons observé lors des 30 dernières années,
qui est le grandissement et la glorification de l'État pénal, donc la police, la justice, la prison, et notamment le retour extraordinaire de la prison au tournant de notre siècle, alors qu'autour de 1975, tous les spécialistes de la question pénale s'accordaient à prédire le dépérissement, voire la disparition de la prison. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Donc, comment comprendre ce phénomène? C'est ce que j'appellerais donc l'ascension de l'État pénal. Et ce faisant, Bourdieu nous aide également à saisir les rapports entre pénalité et néolibéralisme, et de là à mieux modéliser le néolibéralisme, cette révolution par le haut, qui tente à remodeler l'État de sorte à en faire un vecteur de discipline, la main droite, et de marchandisation. Enfin, et je conclurai là-dessus, Bourdieu nous invite à repenser la justice criminelle comme une machine à classifier, qui joue en quelque sorte un rôle analogue et inverse des écoles d'élite, en ceci que, de même que les écoles d'élite effectuent la légitimation de ceux d'en haut, le système de justice pénale va légitimer la marginalisation de ceux d'en bas. Et on a donc deux machines à légitimer, les écoles d'élite qui donnent les patentes de culture et les brevets d'excellence en haut, et je vais arguer le système de justice pénale qui donne, au contraire, en quelque sorte, des diplômes négatifs qui justifient, selon la même logique de la responsabilité individuelle et du démérite, la marginalisation des plus dominés parmi les dominés. Donc, je vais m'appuyer ici sur mon livre Punishing the Poor, et sur une série d'articles qui les prolongent, notamment l'article Fabriquer l'État néolibéral et un article qui paraît ces jours-ci dans la revue Social Anthropology qui s'appelle Three Steps Towards a Historical Anthropology of Actually Existing Neoliberalism, 3 pas vers une anthropologie historique du néolibéralisme tel qu'il existe réel. Donc c'est l'expression le socialisme réel. Il y avait le socialisme utopique, et puis il y avait le socialisme réel. Je vais arguer qu'il y a le néolibéralisme tel qu'il se présente dans l'idéologie, et puis il y a le néolibéralisme réel qui en fait est très différent de l'idéologie du néolibéralisme, notamment parce qu'il n'implique pas du tout le démantèlement ou le recul ou la destruction de l'État, mais il implique au contraire la construction d'un État différent, d'un État disciplinaire, d'un État que je vais appeler État centaure, puisqu'il pratique le laisser-faire et le laisser-passer en haut, mais quand il s'agit en bas de gérer les conséquences des inégalités qu'il a créées, à ce moment-là, il ne s'avère pas du tout non interventionniste, il ne pratique pas du tout le laisser-faire et le laisser-passer, au contraire, il est intrusif, interventionniste et disciplinaire. Donc voilà, alors j'en viens très vite aux 3 modèles, parce que là, je vois déjà que... les 3 modèles, donc il n'y a pas un, mais 3 modèles, chacun couvre une période historique particulière et différente. Le modèle historique ou génétique, l'état G, couvre en gros du XIIIe au XVIIIe siècle. C'est la spécificité de l'état féodal comme état matrimonial, ses contradictions, la résolution de cette contradiction, qui sont les luttes de palais pour la transmission du pouvoir, caractérisées notamment par les luttes entre frères, qui est résolue dans l'invention proprement inouïe et inattendue, finalement, de l'État moderne, l'État bureaucratique, qu'inventent les intendants du roi, reconvertis ensuite en juristes, puis en manager d'État, qui inventent pour ce faire, au passage, la notion de public. Là, donc, on passe du mode de reproduction dynastique au mode de reproduction bureaucratique basé sur l'autonomisation du capital culturel et son institutionnalisation dans les titres scolaires. Donc, ça, c'est le modèle génétique. Modèle structural, c'est la banque de pouvoir symbolique, le lieu de production du capital étatique, qui est le capital sur le capital, qui couvre en gros la période 19e et 20e siècle. En effet, ce modèle de l'État présuppose la différenciation du monde en microcosmes porteurs chacun de leur nomos, de leur manière de fonctionner, de leur logique, champ économique, champ religieux, champ de production culturelle, champ juridique, etc. Cette différenciation même pose la question de l'intégration de ces pouvoirs, de ces autorités, de ces logiques différentes, et c'est ainsi que l'État émerge pour, en quelque sorte, régir l'équilibre entre ces différents champs, la différenciation de ces pouvoirs et de leur hiérarchie. Ce modèle de l'État, donc le modèle que j'appelle l'État S, le modèle structural, pointe également l'émergence d'une écologie organisationnelle diversifiée. C'est la différenciation des branches de l'État, la spécialisation, la professionnalisation du personnel d'État qui forme l'État bureaucratique tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui invente la notion d'universel. Troisième modèle, donc c'est le modèle que j'appelle le modèle fonctionnel, l'État F, c'est ce que fait l'État. Et là, quand Bourdieu nous parle du modèle F, il ne nous parle pas du XIIIe siècle ou du XVe siècle ou du XIXe ou même du XXe siècle, il nous parle de, en gros, la période 75 à nos jours. Il nous parle du tournant de la fin du XXe siècle,
de l'effondrement du régime et la montée du néolibéralisme, avec après l'effondrement du régime fordiste keynésien qui a été mis en place pendant le long siècle industriel, en gros 1880 à 1980. Et Bourdieu ici se préoccupe de comprendre les transformations récentes de l'État. Il adapte donc le schéma de Hobbes, ce fameux portrait du Léviathan avec ses deux mains, et il caractérise, et on va voir comment je pense qu'on peut corriger cette caractérisation, il propose que l'État rentre en régression, en recul, en démantèlement, en destruction. Donc, alors, ces trois modèles, le modèle génétique, le modèle structural, le modèle fonctionnel, convergent. Ils convergent et ils se recoupent dans la notion de champ bureaucratique, notion souple, notion puissante avec laquelle on peut éclairer donc les transformations politiques contemporaines et notamment le virage punitif de la politique pénale. Alors là, il faudrait quasiment un autre quart d'heure pour au moins différencier. Je pense que Bourdieu nous donne en fait trois concepts pour comprendre le pouvoir et l'État et la politique et les questions autour de l'État. La notion de champ politique, qui est le lieu où des agents luttent pour s'approprier les postes de contrôle sur notamment l'État. Le champ bureaucratique, qui est tout à fait spécifique, il y a une intersection entre le champ bureaucratique et le champ politique, puisque certains des agents du champ politique seront élus et prendront les postes les plus élevés dans l'appareil bureaucratique. Et il y a le champ du pouvoir, qui, à mon sens, est une notion qui les englobe toutes les deux, qui est analytiquement différente, et dans lequel le champ bureaucratique occupe une position barycentrique, en quelque sorte. Il est au milieu, et le champ du pouvoir a une structure qui est homologue de la structure générale du champ du pouvoir. Alors, voilà donc les trois modèles, tels que je les lis dans le travail de Bourdieu, et maintenant je vais essayer de l'appliquer pour essayer de repenser l'État pénal. Alors, pour comprendre les folles permutations des politiques pénales dans les sociétés avancées, et notamment comment et pourquoi la prison est revenue sur le devant de la scène institutionnelle, alors qu'il y a une quarantaine d'années, tout le monde était convaincu qu'elle allait disparaître, il faut effectuer trois ruptures. Il faut d'une part découpler la question du crime et du châtiment, parce que sinon on n'arrive absolument pas à comprendre l'évolution des politiques pénales. Elles sont sans lien aucun avec les tendances de la criminalité, à aucune époque et dans aucun pays. Deuxièmement, il faut relier politique sociale et politique pénale, parce que politique sociale et la politique pénale sont les deux versants d'une même politique de la pauvreté, d'une même manière de réguler les pauvres, selon les deux mains, en quelque sorte, la main gauche et la main droite, main gauche politique sociale, main droite politique pénale. Et il faut enfin dépasser l'opposition traditionnelle entre l'approche matérialiste de la pénalité, qui descend de Marx, qui voit dans le système de justice pénale un instrument de contrôle, et l'approche symbolique qui nous vient de Durkheim, pour qui le système de justice pénale est un moyen de communication et d'expression des émotions collectives. Et il faut tenir ensemble les fonctions instrumentales et expressives du châtiment. Donc c'est beaucoup à faire, mais on a beaucoup de chance, parce qu'on peut faire ces trois ruptures avec un seul concept, le concept de champ bureaucratique, qui nous permet d'effectuer ces trois ruptures d'un seul coup. Alors, le champ bureaucratique, c'est l'ensemble des institutions chargées de définir et de distribuer les biens publics. Le champ bureaucratique, c'est le produit de lutte sociale, mais c'est aussi un agent dans les luttes, c'est aussi un terrain de lutte, et c'est également un enjeu des luttes sociales, non seulement des luttes des agents qui sont hors du champ bureaucratique, qui luttent vers l'État, mais aussi, de façon très importante, et je pense que c'est une addition majeure que Bourdieu apporte à la sociologie politique, il nous dit en quelque sorte les luttes qui ont lieu au sein de l'État, c'est-à-dire à l'intérieur du champ bureaucratique, et notamment entre la main gauche et la main droite, et on pourrait là encore rajouter d'autres mains et passer au niveau des doigts, etc. Mais les luttes qui ont lieu à l'intérieur du champ bureaucratique sont aussi importantes, voire plus importantes, et pour comprendre les transformations contemporaines des États avancés, je pense que Bourdieu nous indique que les luttes internes au champ bureaucratique sont plus importantes et plus décisives que les luttes qui vont de l'extérieur vers l'État, vers le champ bureaucratique. Alors, dans la période contemporaine, Bourdieu propose que c'est le modèle 3, c'est les deux mains, l'état F. Le champ bureaucratique est traversé par deux luttes intestines. Une lutte que j'appelle la première lutte verticale. Cette lutte verticale, elle oppose la haute noblesse d'État, qui est décidée à promouvoir des réformes qui renforcent la logique du marché, à la petite noblesse d'État, c'est-à-dire les exécutants, les fonctionnaires d'exécution, qui, eux, sont attachés aux missions traditionnelles de l'administration publique. Première lutte. Deuxième lutte, c'est la lutte horizontale. Une lutte qui oppose ce que Bourdieu appelle donc la main gauche de l'État à la main droite de l'État. La main gauche, c'est le versant féminin du Léviathan, qui est matérialisé par les ministères dits dépensiers, en charge des fonctions sociales, enseignement, santé, logement, protection sociale, droit du travail,
qui offre quoi? Des protections, des soutiens à qui? À ceux qui sont dépourvus de capital culturel et économique. Et la main droite de l'État, qui est la main masculine, est chargée, elle, d'appliquer la nouvelle discipline économique au moyen de coupes budgétaires, d'incitations fiscales et de ce qu'on appelle la dérégulation économique. Je vais arguer qu'en fait, la dérégulation économique, ça n'existe pas. C'est la re-régulation en faveur de certains acteurs, et notamment des firmes, qu'on cache sous la notion de dérégulation économique. Alors, ici, Bourdieu nous invite à saisir, dans un même cadre conceptuel, les différents secteurs de l'État, main gauche, main droite, travail social, police, justice, ces différents secteurs de l'État qui affectent les conditions et les chances de vie des catégories dépourvues de capital économique et culturel, et donc à discerner que ces secteurs sont enchâssés dans des rapports de coopération antagonistes, puisqu'ils s'affrontent pour la prééminence au sein du champ bureaucratique, et pour savoir finalement quels sont les problèmes dits sociaux qui doivent avoir la priorité de l'État, qui relèvent de la responsabilité de l'État, comment l'État doit intervenir, quel traitement il doit donner à quel problème, et avec quelle urgence, et avec quels moyens, avec quel personnel, selon... Et notamment, est-ce qu'il doit donner une réponse, par exemple, sociale, assistentielle, à, prenons par exemple le problème du sans-abrisme, est-ce qu'il doit donner une réponse éducative, est-ce qu'il doit donner une réponse sanitaire, médicale, ou est-ce qu'il doit donner une réponse pénale? Et donc il y a au sein du champ bureaucratique une lutte pour définir quels sont les problèmes sur lesquels l'État doit intervenir en tant que tel, la force publique doit intervenir, et selon quelle modalité. Alors, ici, donc, ce que je fais dans mon livre, Punishing the Poor, c'est je comble une lacune du modèle de Bourdieu qui nous dit la main droite de l'État, c'est le ministère de l'économie, des finances, du trésor. En fait, c'est ceux qui exercent la discipline budgétaire. Et j'argue, il manque quand même, de manière très importante, la police, la justice et la prison, qui sont aussi une des composantes essentielles de la main droite de l'État et qui, c'est intéressant, exercent aussi une discipline par la force physique, cette fois-ci. Donc on est toujours du côté disciplinaire et le secteur pénal rejoint donc le ministère de l'économie dans la main droite de l'État. Et je me sers ensuite de ça pour avancer 3 thèses. Alors, première thèse, la pénalisation que l'on observe, c'est-à-dire l'expansion, la glorification de la police, de la justice, de la prison qu'on observe dans toutes les sociétés avancées. Bon, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais par exemple, je donnerai l'exemple que les États-Unis ont multiplié par 5 leur taux d'incarcération en 35 ans, mais la France a multiplié ça par 2 dans les 30 dernières années, l'Angleterre par 2,5, l'Italie, la Hollande et l'Espagne par 4 dans les 15 dernières années. Et donc on a une résurgence de l'appareil pénal, on a également une glorification, une activation de la police partout. On a le système judiciaire est devenu un sujet politique majeur. Alors pourquoi? C'est une réponse non pas à l'insécurité criminelle, mais à l'insécurité sociale générée par la précarisation du salariat et la déstabilisation des hiérarchies ethniques, hiérarchie ethno-raciale aux États-Unis, la scission noir-blanc, hiérarchie ethno-nationale en Europe, la scission nationale immigrée ou étrangers. De fait, pour comprendre la nouvelle politique punitive de la marginalité, il faut le relier politique pénale et politique sociale et les envisager comme les deux versants d'une nouvelle gestion de la pauvreté. Alors Bourdieu nous dit dans le cours sur l'État, il nous dit les commencements d'une institution sont particulièrement révélateurs. Le retour à l'histoire permet de voir des choses qui ensuite deviennent cachées. Eh bien ici, le retour à l'histoire de la prison est particulièrement révélateur puisque l'histoire sociale nous révèle que quoi? La prison n'est pas née au XVIe et XVIIe siècle d'un effort de lutter contre la criminalité. Il est né pour lutter contre la mendicité et contre la marginalité urbaine. Il est né, la prison a émergé... le Bridewell de London, par exemple, en 1555, la Zuchthaus d'Amsterdam en 1656, l'hôpital général de Paris ouvre en 1656 également, non pas pour traiter de la criminalité, mais pour traiter de la marginalité urbaine, et notamment du problème qu'on appelle dans Londres le problème du sturdy beggar, c'est-à-dire du mendiant qui est valide et qui pourrait travailler et qui pourtant là dérange l'ordre. Et donc la prison est inventée pour instiller la discipline du travail salarié à tous ceux qui sont capables de travailler, notamment aux mendiants, et à travers l'incarcération. Là, je citerai juste une petite phrase de Bronisław Geremek, le grand historien polonais, dans son très bel ouvrage « La potence ou la pitié ». Alors c'est intéressant parce que la potence ou la pitié, il y a les deux. La potence, c'est l'état pénal, ou la pitié, l'état social, les deux mains
de l'État, qui est une histoire de l'Europe et des ports du Moyen-Âge à nos jours. Il dit, avant que la prison ne devienne une méthode de châtiment et de correction des criminels à grande échelle, l'Europe moderne en a fait un instrument pour la mise en œuvre de sa politique sociale à l'égard des mendiants et les moyens d'une réaffirmation conspicuous, visible de l'éthique du travail dans les pays qui ont pris la voie du développement capitaliste. Alors, je dirais, il en est à la fin du XXe siècle comme à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire, de même qu'à la fin du XVIe siècle, on a eu un bouleversement qui a mené à la genèse de l'État moderne, de la même manière, à la fin du XXe siècle, on a un bouleversement qui amène au remodelage de l'État et à la genèse d'un nouveau type d'État, et que je vais venir caractériser maintenant. Cet État, je vais le caractériser comme l'État néolibéral. Alors, ici, il faudrait plus de temps que je n'en ai. La notion de néolibéralisme est une espèce de concept bâtard qui est un peu suspendu entre l'usage polémique, journalistique, et l'usage analytique. La vision commune du néolibéralisme, c'est que ça implique le recul, le retrait, l'abandon de l'État, voire son saccage, et le règne du marché. Ça, je veux arguer que c'est l'idéologie du néolibéralisme, ça n'est pas sa sociologie. Car partout où on a promu le marché, on a en fait développé des États et des États forts. Le néolibéralisme, c'est d'abord un projet politique et non pas un régime économique. Donc je vais proposer très brièvement une caractérisation caractérisation proprement sociologique du néolibéralisme qui échappe à la fois aux limites du modèle que j'appelle le modèle orthodoxe, qui est le modèle du marché. Le néolibéralisme, c'est simplement le marché. Ça, c'est l'idéologie. Et qui échappe également au piège des thèses foucaldiennes ou néo-foucaldiennes de la gouvernementalité qui voient le néolibéralisme partout, dans des technologies de gouvernement de soi et des autres qui se diffusent et qui migrent partout, de telle sorte que le néolibéralisme est absolument partout, mais étant partout, il n'est plus nulle part. Alors moi, ce que je propose, c'est que le néolibéralisme n'est pas un animal à une patte, comme le modèle néo-marxiste qui ne voit que le marché, ou un mille pattes, comme le modèle foucaldien de la gouvernementalité, mais un quadrupède. Le néolibéralisme, c'est un quadrupède institutionnel qui marche sur 4 jambes. Première jambe, ce qu'on appelle grossièrement la dérégulation économique, est en fait la re-régulation visant à promouvoir le marché ou des mécanismes de type marchand comme dispositif optimal non seulement pour orienter les stratégies des firmes et les transactions économiques, mais aussi pour organiser l'ensemble des activités humaines, la santé, l'éducation, le travail social, etc., etc. Donc ça, et en général, on s'arrête là. On dit ça y est, c'est ça le néolibéralisme, c'est l'empire du marché. Et moi je dis, non, parce que cet empire, il n'existe pas s'il n'y a pas un État pour le faire avancer et le faire exister. Et je dirais donc, deuxième élément de l'État néolibéral, c'est la rétraction, la déconcentration et la recomposition de l'État social, et le passage du droit à l'aide sociale, le welfare, au droit conditionnel, disciplinaire, qu'on appelle par le terme de workfare. Troisième élément, je dirais que troisième composante de l'État pénal, c'est un appareil pénal de l'État néolibéral, c'est un appareil pénal expansif, intrusif et proactif, qui pénètre les régions inférieures de l'espace social, d'une part pour contenir les désordres et les désarrois qui ont été générés par la diffusion de l'insécurité sociale, créée justement par la dérégulation du marché du travail et le retrait de la protection sociale, mais aussi qui va servir de supervision disciplinaire des fractions précarisées du nouveau prolétariat post-industriel, et qui va servir de manière très importante à réaffirmer l'autorité du Léviathan et donc à combler le déficit de légitimité dont souffrent les managers de l'État quand ils abandonnent les missions traditionnelles de protection économique et sociale de l'État. C'est ce que j'appelle les deux missions. C'est l'État pénal va résoudre ce que j'appelle le problème de Karl Polanyi. Le problème de Karl Polanyi, c'est quand vous amenez des rapports marchands, vous détruisez les rapports sociaux et il y a un contre-mouvement, une réaction, il faut contenir les désordres. Le contre-mouvement au marché ne vient pas de la société civile, comme nous le disait Karl Polanyi, il vient de l'intérieur du champ du pouvoir, il vient de l'intérieur du champ bureaucratique, il vient de la main droite de l'État. Et l'État pénal va également résoudre ce que j'appelle le problème de Carl Schmitt. Le problème de Carl Schmitt, c'est le grand théoricien du politique. Carl Schmitt nous dit que la division essentielle, la politique s'ancre dans la division entre l'ennemi, nous et l'ennemi. Et quel meilleur ennemi que les criminels pour réaffirmer l'autorité de l'État et de tracer cette frontière à la Durkheim entre eux et nous, entre eux qui ne veulent pas travailler, qui sont des criminels nés, notoires, et nous qui
nous accrochons à l'éthique du travail et qui respectons les règles communes. Alors c'est pour cela que le guignol sécuritaire, c'est pour cela que c'est déployé partout. Et donc je dirais pour quatrième élément, et je terminerai avec ça, donc quatrième élément qui va en quelque sorte servir de lien, de colle pour tenir ensemble le marché, la politique du workfare et l'état pénal expansif et intrusif, c'est la trope culturelle de la responsabilité individuelle qui va se répandre et servir de justification au déploiement de l'État néolibéral, dans lequel donc l'État pénal, le développement de l'État pénal n'est pas un développement tératologique, n'est pas une aberration, n'est pas une contradiction au néolibéralisme, n'est pas non plus un phénomène transitoire qui, quand on arrivera au néolibéralisme vraiment à fond, l'État pénal aura diminué. Au contraire, c'est un élément constitutif de l'État néolibéral. Il est là pour résoudre le problème de Karl Polanyi, le problème de Carl Schmitt, et il faut donc le faire rentrer dans nos modèles de l'État.